bosser ce truc. Alors, du coup, on va faire membre thoracique. Donc, membre thoracique, qu'est-ce que c'est? C'est ici, on part de l'épaule et on va jusqu'à la main. Ça, c'est le membre thoracique. On verra du coup la prochaine fois membre pelvien avec les hanches jusqu'aux pieds. Alors, pour décortiquer très vite fait, vous avez l'épaule, deux os, qu'on appelle la ceinture scapulaire, c'est scapula, clavicule en arrière, humérus, vous avez le radius, l'ulna, le poignet et les doigts avec les phalanges. Ça, c'est vue générale. Alors, en anatomie, vous savez, hein, vous avez les schémas et le texte. Hein, donc, les schémas, c'est vraiment à connaître bien par cœur pour justement à bien appréhender sa partie texte. Donc, on commence. Le membre thoracique, donc en gros, ici et le bras, c'est rattaché au squelette axial. Le squelette axial, qu'est-ce que c'est? C'est votre rachis cervical, enfin, votre rachis vertébral, pardon, votre colonne vertébrale. Donc, c'est rattaché à votre centre par ce qu'on appelle la ceinture scapulaire. La ceinture scapulaire dans le membre thoracique, c'est deux os. Vous avez la clavicule en avant et la scapula, donc l'omoplate, en arrière. Alors, souvent, vous aurez à chaque fois deux noms. Vous aurez toujours un nom conventionnel qu'on utilise et un autre soit ancien, soit qui est moins utilisé. Donc, clavicule en avant, scapula en arrière. C'est ici, deux os. Vous verrez que pour le pelvien, on n'a qu'un seul os qui fait la ceinture du coup pelvienne, ça sera l'os coxal, c'est la hanche. Ensuite, on descend à la deuxième portion. Donc, en fait, c'est divisé en quatre. Vous avez l'unique os du bras. En gros, votre bras, ce n'est pas tout ça, c'est que ça. Ok, donc ça, c'est un piège qui tombe très souvent. Du coup, dans votre bras, vous avez un seul os, et c'est l'humérus. Vous avez ensuite l'avant-bras, avec le radius qui est latéral, et l'ulna, ou l'orcubitus, qui est médial. Alors, premier point sur les os que je vais vous faire, c'est très important de comprendre les orientations. Alors, ça va être peut-être un petit peu dur aujourd'hui de comprendre, mais il faut essayer de s'imaginer la chose. Vous avez fait le cours sur introduction, anatomie et tout, avec normalement les différents plans, sagittal, frontal et tout. Bon, bref. Et vous avez vu la position conventionnelle du squelette. Il est comme ça. Du coup, en fait, tout ce que je vais dire ici, devant moi, ça sera en avant, derrière, en arrière. Ça va. Tout ce qui sera vers là-bas, ça sera latéral. Tout ce qui se rapproche de mon centre axial, ça sera médial. Ok? Du coup, si on prend notre bras comme ça, enfin, dans votre sens, ce sera mieux. Ici, vous êtes latéral, c'est le radius. Et vers là, du coup, vous êtes médial, c'est l'ulna. OK? À savoir que latéral, c'est pareil que en dehors, et médial, c'est pareil que en dedans. Quand on dit qu'un os est en dedans, il est plus médial que l'os qui est latéral, qui est du coup en dehors. Ça paraît bête, mais il y a plein de trucs sur ça. Et ce qui sera court dans ces cours sur les os, ce qui sera dur, pardon, dans ces cours sur les os, c'est qu'il faudra vraiment comprendre qu'est-ce qui est en dehors, qu'est-ce qui est latéral, médial, etc., etc. Donc, bras humérus, avant-bras ulna en dedans ou médial et radius en dehors ou latéral. Et vous avez la main qui est composée d'un carpe, ce sont les os du poignet, d'un métacarpe, ce sont les os ici qui font votre paume de la main, et des phalanges. Premier piège qui tombera, mais on reviendra encore une fois dessus. Au niveau de la main, c'est le carpe. Au niveau du pied, ça s'appelle le tarse. Voilà. Et c'est des pièges qui sont tout le temps faits en anatomie. Donc, on vous dit métatarse, c'est au niveau du pied. Métacarpe, c'est la main. Voilà la décomposition du membre thoracique. À noter, donc voilà, vous avez le membre pelvien, le membre thoracique. Le membre thoracique est plus léger et moins massif que le membre pelvien. Ça se voit sur un corps, vous voyez très bien que vos bras sont beaucoup plus légers que vos jambes, et c'est surtout l'os coxal, le gros bassin, qui fait que ce membre-là est bien plus lourd. Alors on y va, on décompose. Donc on va parler d'abord de la ceinture scapulaire avec les deux os. On retrouve, donc ça c'est le livre Néter, je ne sais pas si on vous en a parlé. Il y a plein de maquettes, de plein de trucs, c'est super intéressant, mais pas trop complet pour ce qu'on apprend, hein, mais ça peut aider. Donc la clavicule, qu'est-ce qu'elle est, elle est en avant. C'est un os qui est bilatéral. Bilatéral, ça veut dire qu'on le retrouve à droite comme à gauche. C'est un os qui est allongé, on le voit, hein, elle est par-delà, elle va jusque là-bas, elle est bien allongée. Et du coup, elle est dans la partie antéro-supérieure. Je vais souvent m'arrêter sur ces termes, mais c'est vraiment important que vous les compreniez. Donc, antéro-supérieure, pourquoi? La clavicule, elle est bien en avant, elle est bien supérieure. Ok? Donc, antéro-supérieure. À l'inverse, on verra que la scapula, du coup, elle est postéro. Donc, clavicule antéro-supérieure du squelette thoracique, elle est tendue entre le manubrium sternal, en dedans. Donc, quand on va souvent parler des insertions des os. Donc, il y aura toujours une insertion proximale en dedans, une insertion distale en dehors, très souvent.
Mais du coup, Oui. quand on se casse l'épaule, c'est cette os qu'on place ou non? De quoi tu veux compris? Quand on se casse l'épaule, Ouais. c'est cette os? Ah ouais, en partie, ouais. C'est souvent celui-là. Tu peux aussi te casser l'omoplate, mais c'est beaucoup plus rare. Et après, tu as d'autres, t'as des muscles. Mais c'est souvent ça. Du coup, c'est tendu en dedans au manubrium sternal et en dehors, ça s'articule avec la scapula. On verra plus en détail après. La scapula omoplate, hein, je vous refais. Manubrium sternal, qu'est-ce que c'est? Vous avez le sternum, donc c'est ce qui est ici, là. Vous avez le processus xiphoïde au bout. Vous avez le corps du sternum et le petit truc en haut, là, qui s'articule avec, du coup, la deuxième clavicule ici. Ça s'appelle le manubrium sternal, tout simplement. Cette clavicule, elle est sous-cutanée, c'est un repère palpable. Donc souvent, vous aurez des os qui sont sous-cutanés, c'est-à-dire qu'on peut les toucher, on peut les palper, et c'est important en physique, des os et tout. Et la direction, alors ça, c'est un enfer. C'est chiant à apprendre, mais il faudra le faire. Et il faut essayer au plus possible de visualiser. C'est pas toujours évident, des fois c'est super facile, des fois c'est un peu dur. Là, ça va. En gros, on vous parlera souvent de l'orientation des os. C'est-à-dire qu'on partira d'un point, et on vous dira de où vers où cet os est orienté. Du coup, si on part du point proximal de la clavicule, on dit qu'elle est orientée en haut, en arrière et en dehors. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, votre clavicule, plus on va en latéralité, plus on va au bout, plus on va en fait vers le haut, plus on monte, plus elle se cambre un peu vers l'arrière, et plus elle va en dehors, logique, votre clavicule, du coup, elle va bien latéralement. Là, quand vous suivez votre clavicule, elle va latéralement, elle ne va pas en dedans. OK? Un conseil, quand vous faites, quand vous ferez les cours et tout, les QCM, n'hésitez pas à vous palper. C'est bizarre, mais ça aide vraiment beaucoup. Quand vous touchez vos os, vous appuyez bien partout là, vous sentez votre radius, ulna et tout, il faut vraiment appuyer. Et on peut sentir les courbures et tout qui sont décrites des fois. Donc voilà, ça peut aider. Voilà, et donc si on n'a pas de clavicule, ou alors qu'on se la fracture, ce qui arrive très fréquemment, les fractures de clavicule, on a une chute de l'épaule en avant. Vu que l'os est en avant, il permet de retenir l'épaule vers l'arrière. Si on perd ça, l'épaule, elle bascule. On continue. Donc là, on zoome même. Pardon, oui. Et en fonction des QCM, on peut avoir différents points. Est-ce que par exemple, on peut nous dire que le point il est là? Genre à la fin. Non, c'est toujours là. Ah oui, on pourra te détailler, mais normalement, par convention, ça sera toujours comme décrit dans le poly, donc on partira toujours de l'insertion proximale, en fait, du début de l'os. Donc souvent, voilà. Mais on peut... monsieur. Tristan. Oui, Christophe. Ouais. Je pas compris en fait la notion de direction, de tout ça. Bah, en fait, les os, donc, comme je disais, souvent tu partiras de la première insertion. Donc l'os, là par exemple, le radius qui est ici, il part de là en premier. Oui. On te dira vers où il est orienté quand tu vas à la fin. Bah, le radius, par exemple, tout simplement, il sera orienté vers le bas. Là, il va pointer vers le bas. Et après, par exemple, bon, là on ne voit pas, je vous ferai le coup la prochaine fois, mais par exemple, ton os coxal, c'est un os un peu courbé, il est un peu creusé, il est comme ça, en fait, il creuse vers l'avant. Du coup, on te dira que vu qu'il part de là et qu'il creuse vers l'avant, il sera orienté en avant et en dehors, vu qu'il sera, en fait, au lieu de faire ton os coxal, au lieu de faire comme ça, au lieu de pointer comme ça, il pointe comme ça vers le dehors. Du coup, c'est en avant. Bah, l'os coxal, ça sera en avant et en dehors. Okay. Tu vois, mais ça, c'est un peu compliqué au début. Il faut que tu regardes les schémas, il faut que tu visualises l'os presque tout seul. D'ailleurs, des applications hein, pour voir les os juste tout seul. Et tu vois vraiment vers où pointe l'os. En fait, tu prends ton départ de l'os et tu vois vers où il pointe. Et en fait, tu traces une ligne imaginaire. Quoi. Là, par exemple, ta clavicule, tu traces une ligne de là à l'autre bout. Et ta ligne, tu verras en fait qu'elle va vers le haut, vers l'arrière. Et du coup, latéralement en dehors. Elle pointera comme ça. Mais comment on fait pour savoir d'où ça part? En fait, c'est le début de ton os. Bah, ça sera souvent décrit, dans le poly, c'est décrit comme ça. Mais en gros, ta clavicule, elle part de ton centre axial. Elle part de... Ah, c'est de là. Mais après, alors, on doit connaître par cœur. Voilà. Je reviens sur ça, les orientations, elles seront souvent faites par rapport au poly. C'est-à-dire que dans le poly, on va vous dire, bah, on part dans le principe que la clavicule part de là, parce que c'est plus simple, et qu'elle va vers là. Mais on pourrait très bien vous dire l'inverse. Bon, normalement, ça arrive pas en QCM, mais on pourrait vous dire, comme tu m'as dit, si on part du point latéral, vers où pointe la clavicule? Et du coup, c'est exactement l'opposé. Si on part d'ici et qu'elle pointe vers l'arrière, en dehors et en haut, si on part de là, elle pointe vers où la clavicule en allant ici? Ah, vers la droite, le bas. Je ne sais pas si on a dit vrai, mais voilà, elle pointera du coup vers l'avant, en bas et en dedans. Vous voyez, vu qu'on sera là et on va vers le dedans, on va vers l'avant et on descend un peu vu que là, on montait qu'on allait là. Vous captez? Voilà, donc souvent, normalement, ça sera toujours comme décrit dans le poly, mais si vraiment vous n'avez pas de chance, on pourrait vous faire des QCM tendancieux où on prend l'inverse de l'orientation et ça fera juste l'inverse. Ouais, tu as une question? Non.
Ça, c'est bon. Voilà. Du coup, elle a une forme de S italique. Bon, juste elle a une forme de S, quoi. Elle a un corps, deux extrémités. Et là, attention, c'est là que aussi il y a des. Faut pas se confondre. Du coup, quand vous êtes en dedans, donc si on sépare en deux, vous avez une partie qui est plus médiale. Là, c'est le sternum, on est d'accord? Avec la partie gauche du corps. Vous avez une partie qui est médiale et une partie qui est latérale. La partie médiale, du coup, elle est arrondie. La partie latérale est aplatie. Ça, c'est des petits détails que vous pouvez pas retenir maintenant, mais bon. Et deux extrémités, avec une extrémité, du coup, sternale, qui est reliée au manubrium sternal, qui, elle, est volumineuse. On la sent très bien ici, surtout chez les personnes fines, du coup. Et s'articule avec la face supérieure du premier cartilage costal, ça, on s'en balèque. Et du coup, l'acromion, alors lui, l'acromion, il est moins volumineux. C'est aplati à ce niveau-là. Et ça s'articule avec la face inférieure de l'acromion, du coup. Donc cette partie, cette extrémité acromiale, qui s'articule avec l'acromion, ça s'articule par sa face inférieure, tout simplement. La clavicule, en fait, elle se pose sur l'acromion. Elle ne vient pas par en dessous, elle se pose dessus. Deux extrémités, un corps. Et là, très important, et ce qui fait tout le temps perdre des points aux étudiants, ce sont les courbures. F1S. OK. Du coup, elle a une courbure médiale, en dedans, donc qui est vers là, et une courbure latérale, en dehors, qui est vers là. Appuyez bien, et vous le sentez. Vous suivez votre clavicule, vous partez de l'extrémité sternale, vous appuyez bien dessus, et vous sentez qu'au bout d'un moment, elle se creuse vers l'arrière. OK? C'est ça. Du coup, on décrit une courbure médiale convexe en avant et une courbure latérale concave en avant. Convexe, c'est quand ça bombe. Concave, c'est quand ça creuse. Normalement, là, je vous apprends rien. Mais maintenant, il ne faut pas se confondre avec les orientations. Et c'est là que ça devient compliqué. Du coup, si on vous dit que vous partez sur votre clavicule, si on vous dit que la courbure est convexe en avant médialement, ça veut dire que sur la partie médiale, elle bombe vers l'avant. Si elle est concave en avant, ça veut dire que la concavité, en gros, le creux, regarde vers l'avant, on va dire. Vous me suivez? Donc, en gros, par exemple, si on prend la chaise, là, vous voyez, genre, elle est un peu, là, elle est convexe, ça bombe, là, elle est concave, ça creuse. Votre clavicule, en gros, je vais mettre dans votre sens pour mieux comprendre, si on est sur ma clavicule gauche, médialement, donc on part de l'extrémité sternale, elle est convexe en avant, donc la convexité, la bossure, en gros, va vers l'avant, et plus on va en dehors ou latéralement, elle devient concave en avant. La concavité, le creux, regarde vers l'avant. OK? Soit vous faites comme ça, soit vous vous dites, ça marche aussi, soit pour savoir si c'est concave ou convexe en avant, au lieu de se mettre dans le sens de où regarde la convexité ou où regarde la concavité, en fait, vous imaginez votre sujet devant vous, donc vous vous mettez vous-même en avant, et du coup, si ça bombe comme ça, c'est convexe en avant, et si ça creuse, vous êtes en avant, c'est concave en avant. Vous voyez, il y a plein de façons de voir. Soit on se met en arrière et on voit si ça bombe en avant ou creuse en avant. Soit on se met directement en avant et on regarde si ça convexe vers nous ou si devant nous, c'est juste concave. J'ai perdu pas trop de monde, ça va? Ouais. Et comme la clavicule, elle est droite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de creux en fait. Je sais pas. Enfin, normalement, non, c'est pathologique, du coup, c'était clavicule droite. Mais je sais pas s'il y a un nom. Non, mais genre entre les deux. Ah, d'accord, pardon. Non, c'est pas en mode. Il y a un problème, c'est ici, par exemple, quand elle est droite. Genre là? Ouais, ici, voilà. Non, je m'en fous. Parce qu'en fait, en gros, la courbure, elle est là, et du coup, elle se stoppe là, et du coup, la deuxième courbure commence, tu vois. Genre, t'as pas vraiment un segment droit, on va dire. Voilà, donc, essayez vraiment de comprendre ça, c'est super important, et ça fait tellement facilement des pièges. Parce que du coup, si on vous dit convexe en arrière, il faut comprendre ce que ça veut dire. Donc, si par exemple, en gros, là, votre courbure médiale, elle est convexe en avant. Elle est concave en arrière. Exactement. Donc, elle est concave en arrière. Pareil, concave en avant, donc convexe. Vous avez compris ça? Déjà, vous économisez plein de points. Parce que c'est vraiment un piège qui tombe pratiquement tout le temps. Donc, on vient sur les schémas. Sur les schémas, vous avez toujours l'orientation. Donc là, on est en avant et latéral. Du coup, on est sur la clavicule droite avec l'extrémité sternale, l'extrémité acromiale. Vous avez le bord antérieur, le bord postérieur. Et c'est la surface supérieure, pour savoir qu'elle est lisse. En gros, il n'y a rien d'important dessus. Et c'est tout ce qu'il y a à savoir sur la face supérieure de la clavicule. Une face inférieure qui est un peu plus compliquée.
Du coup, là, c'est l'avant, et là, c'est le médial. Ça veut dire qu'on est sur la face inférieure. Ça veut dire qu'on regarde la clavicule d'en dessous. Et vu que là, c'est médial, ça veut dire que ça, c'est l'extrémité sternale. Et que ça, c'est l'extrémité acromiale. OK? Et il faut vraiment essayer de... Les os, c'est un peu dur au début. Mais après, il faut vraiment essayer d'isoler, de se dire sur quelle clavicule on est. On est à droite ou est-ce qu'on est à gauche? On est en dessous, est-ce qu'on est au-dessus? Les repères vont vous aider. Et ça, du coup, normalement, c'est tout le temps donné. Et ça vous aide à savoir sur quelle partie on se situe. Donc cette face inférieure, elle n'est pas lisse, elle est irrégulière. Il y a plein de petits reliefs. Vous avez en 6 la gouttière du muscle subclavier. Donc en dessous de la clavicule, vous avez un muscle qui s'insère dans cette gouttière. Vous avez, donc c'est en rapport ici avec les artères et les vaisseaux subclaviens. Donc ce n'est pas détaillé. Vous avez plein de vaisseaux et artères qui passent, notamment l'artère subclavière et la veine subclavière, qui sont très importants. L'exus brachial, c'est des nerfs, tout simplement. C'est tous les nerfs qui sont destinés au bras qui vont passer au niveau inférieur de cette clavicule. À l'extrémité acromiale, donc sternale, acromiale, vous avez deux petits trucs. Du coup, attention, on est sur une face inférieure, donc on regarde par en dessous. Du coup, là, c'est l'avant, là, c'est l'arrière. En avant, vous avez ce qu'on appelle la ligne trapézoïde. Bon, c'est pas du tout une ligne, hein, mais ça s'appelle comme ça. Et en arrière, donc un peu plus en arrière que celui-ci, vous avez le tubercule, conoïde. Pas détaillé dans le cours, mais là, trapézoïde, ça sera en rapport avec le muscle trapèze. Et conoïde, sincèrement, je ne sais pas. Retenez juste que c'est bien conoïde, parce qu'on verra qu'il y aura coracoïde et coronoïde dans ce cours. Donc ça peut vraiment faire des pièges. En avant trapézoïde, en arrière conoïde. Ouais. On a dit que la clavicule, elle était concave, puis convexe, mais là c'est la même. Non, elle est convexe, puis concave, en avant. Ah oui, convexe, puis Et bien regarde, là du coup, tu es sur une face inférieure. Du coup, tu as bien médialement, donc là, c'est inférieur. Du coup, là, c'est sternal. Ouais. Et là, c'est acromial. Et bien, tu as bien une courbe. Non, c'est la clavicule droite. Ah oui, c'est là. En fait, tu regardes par en dessous. Ah, parce qu'on se place comme ça. Et toujours quand tu as un truc, tu imagines ton squelette comme ça, du coup. Ok. Ah, donc il est face à moi, le squelette. Il est face à toi, toujours. Ah, La convention anatomique du squelette, quand tu l'étudies, il est face à toi, paume vers l'avant, bras comme ça. Il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça. Okay. Du coup, voilà, tu as bien médialement une courbure qui est convexe en avant. Et là, tu vois que ça creuse, c'est concave en avant. Des questions? Je crois qu'on a fait le tour de la clavicule. Ouais, des questions sur la clavicule? Il est quelle heure, Jack, que je vois à peu près? Oh, ça va. On passe à la scapula. Donc, scapula, on l'appelle comme ça, mais nous, dans le langage courant, on dit omoplate. Hein. Alors, lui, ce n'est pas un os allongé, c'est un os qui est plat. Omoplate, facile. Plat, pourquoi? On le voit bien ici, quand on regarde de profil, c'est vraiment un os tout plat comme ça. Bilatéral, on le retrouve bien à droite et à gauche, et il est mince. C'est un os qui n'est pas très épais. Du coup, à l'inverse de la clavicule, on le trouve à la partie postéro-supérieure. Donc la clavicule était antéro-supérieure. Ici, on est postéro-supérieure. Postéro en arrière. Elle s'étend de K2 à K8. C'est une convention d'écriture. Ce sont les côtes. Donc la scapula, elle va de votre deuxième côte à votre huitième côte. Donc elle est très grande, elle descend assez bas. À noter que quand on dit K2, K8, c'est les côtes, et je ne sais pas si on vous l'a dit, L1, c'est les vertèbres lombaires, T, c'est les vertèbres thoraciques, et C, c'est les vertèbres cervicales. Vous l'avez vu avec Daniel, normalement. C'est les conventions qu'il faut connaître. Donc, du coup, la clavicule qu'on voit ici, un bout de la clavicule ici, donc on est sur la partie droite, du coup. La clavicule qui partait de là, convexe, elle était concave après, elle s'articule avec l'acromion de la scapula. Et la scapula, du coup, qui est tout ça, plus cette grosse partie, elle s'articule avec deux os. Elle s'articule à la fois, du coup, avec la clavicule et à la fois avec l'humérus, votre unique os du bras. Donc, scapula s'articule avec deux os. Okay. Et pareil, la direction, donc là, c'est beaucoup moins intuitif. Alors, la scapula, elle est dans un plan oblique, bon, ça, on s'en fout à la limite, en avant et en dehors. En gros, votre scapula, vous voyez, elle est comme ça. En fait, elle est un peu... Si je me mets donc dos, voilà, on voit de dos. En fait, elle est un peu creusée. Elle est concave du coup en avant. Vous me suivez? Je suis derrière, elle est comme ça. Donc la concavité en gros va vers l'avant. Vu qu'elle est concave en avant, exactement. Et en fait, son plan, enfin si on suit son plan, ça c'est dur à voir, hein, j'avoue. Mais en gros, elle va vers l'avant et elle est déjetée en dehors. C'est-à-dire que cet os,
il n'est pas courbé vers le dedans, il est courbé plus vers le dehors. Bon, ça, j'avoue que c'est pas très intuitif, mais il faut l'apprendre. Ah, j'ai une question. Oui. Mais l'acromion, enfin, il n'y a pas de séparation entre le scapulaire vers la gauche, vers là, il n'y a pas de séparation entre l'acromion et le scapulaire. Alors l'acromion, Il y en a une ici, mais de l'autre côté, comment. c'est relié, hein, c'est le même truc. Hein. L'acromion fait partie de la scapula. Ah, du coup, c'est. On va le voir après. Ah, Tu poses la question après si tu ne sais pas. Ok, et du coup, contrairement à la clavicule, c'est quand même un gros os qui est en fait protégé par plein de muscles, et plein de muscles à l'arrière de l'épaule, là. Du coup, c'est moins souvent fracturé que la clavicule, même très rarement. Vous avez plein de muscles à ce niveau-là. Alors, pas mal de trucs à dire. Alors, à chaque fois dans les os, on va décrire donc plusieurs faces, plusieurs bords, plusieurs angles. C'est à connaître. C'est ça qui sera chiant dans le cours des os, en fait, c'est que c'est assez intéressant en soi, mais c'est assez détaillé et il faut vraiment réussir à visualiser les schémas. C'est pour ça que autant en digestif, circulatoire et tout, les schémas sont importants, mais on peut réussir à comprendre avec le texte assez bien. Bon, il faut les apprendre quand même, hein. Mais autant dans les os, c'est presque un travail inverse. Il faut d'abord apprendre bien son schéma pour bien visualiser, pour ensuite pouvoir apprendre tout le texte. Okay, parce que si on ne visualise pas ça, c'est trop dur d'apprendre bord latéral, bord médial, angle supérieur, ainsi de suite. Bref. Donc voilà, les schémas seront très importants à apprendre. Donc comme je disais tout à l'heure, on va parler de la face du coup antérieure de la clavicule. Donc là, on est sur la clavicule du coup droite, donc celle-là, clavicule droite, scapula droite. Elle est concave en avant, ça veut dire qu'en fait elle est creusée, le creux regarde vers l'avant du coup. Voilà, et cette concavité, on l'appelle la fosse subscapulaire. Elle a 3 bords. 1, 2 et 3. En gros, c'est ça. 1, 2 ici et 3 là. Donc, on y va. Bord médial. Donc, clavicule droite, le bord qui est vers ici, là. Bord médial, c'est celui-là. Sur ce bord médial, on a 2 crêtes, là, enfin 3 même, hop, qui arrivent comme ça. Ce sont les crêtes du muscle subscapulaire. Donc, on est sur la fosse subscapulaire. Les crêtes qui vont vers le bord médial permettent l'insertion du muscle subscapulaire. Ce bord médial, quand on a l'image en tête, il est comme ça. Okay. Donc, du coup, il forme un angle. Hop, ici, là, l'angle, qui est ouvert en dehors. Donc, on est d'accord, là, c'est médial, là, c'est latéral, là, c'est le dehors. Du coup, cet angle, il regarde en dehors. Ça va? Bord latéral, c'est celui-là. C'est un bord qui est épais. Pourquoi il est épais? Parce qu'on retrouve un relief qui est le pilier de la scapula, c'est ce gros truc hachuré ici. Donc ça, c'est le pilier de la scapula qui est sur le bord latéral. Et ce pilier, il se finit par une proéminence qu'on appelle le tubercule infraglénoïdal. Donc c'est ce truc encore plus noir, c'est un tubercule, c'est un petit relief, qui est infraglénoïdal, donc il est en dessous de glénoïdal. Qu'est-ce que c'est glénoïdal? C'est la cavité glénoïdale. Qu'est-ce que c'est ça? Ça va être l'endroit où va s'insérer l'humérus, votre troisième os, du coup, du membre thoracique. Et le bord supérieur, c'est celui-ci, qui est beaucoup plus petit. Il est assez mince, et il se termine du coup, donc, on va dire qu'il commence là, et il va se terminer du coup en dehors. C'est pour ça qu'il faut vraiment capter ces trucs de latéral, médial et tout. Il va se terminer en dehors par un petit trou qui est l'incisure scapulaire. Incisure, c'est un trou, scapulaire, scapula. Donc en 11. Et dans cette incisure scapulaire passe le nerf du coup suprascapulaire. Pourquoi? Parce qu'on est sur le bord supérieur. C'est qu'une question de visualisation et d'orientation, et après ça coule assez de source. Il faut apprendre. Donc sur le bord supérieur, vous avez l'incisure scapulaire dans lequel passe le nerf suprascapulaire. 3 bords, du coup 3 angles. 1, 2 et 3. L'angle inférieur fait la jonction entre le bord latéral et médial. Rien de particulier. L'angle supérieur, c'est celui-là. Il fait la jonction entre le bord supérieur et médial. Rien de particulier. L'angle du coup latéral, c'est celui-là. Donc là, vous voyez bien qu'il y a quelque chose de particulier. Du coup, on retrouve le processus coracoïde. Attention, tout à l'heure, on avait le tubercule conoïde. Là, c'est le processus coracoïde. C'est ce petit truc ici. Alors, dans le poli, il y a écrit que c'est une forme de demi-doigt fléchi. Donc, je n'ai pas détaillé dans là, mais en gros, pareil, c'est un demi-doigt fléchi en avant, en dehors et tout. Donc voilà, je ne vous ai pas détaillé ici parce que c'est pas, voilà. Mais pareil, il y a toujours des orientations qu'il faut cerner. Et là, pareil, visualisation, essayer de regarder des schémas et tout, on voit mieux que ici. Bref, processus coracoïde sur la scapula. Vous avez dans l'angle latéral le tubercule du cou supraglénoïdal. Donc vous aviez le infra. Et vous avez ici, on voit mal, le supraglénoïdal. Donc
au-dessus de la cavité glénoïde. Et vous avez du coup la cavité glénoïdale, pardon. Donc c'est ça. C'est le trou en gros dans lequel va s'insérer l'humérus. Et là, pareil, encore, elle est concave. Concave pourquoi? Parce qu'il faut que quelque chose s'insère à l'intérieur. Donc si elle était convexe, un os ne pourrait pas venir vraiment se mettre dedans. Donc il faut qu'elle soit concave. Et cette concavité regarde en haut, en dehors, en avant. Pareil, là, vous ne pouvez pas le voir. Si vous tapez des trucs de squelette, scapula et tout, ça peut se voir. On voit que la concavité, en gros, elle est là, là. Elle regarde un peu en haut, du coup, un peu vers le dehors, parce que si elle regardait en dedans, votre humérus, en gros, serait ici. Donc, il faut qu'elle regarde en dehors pour que votre bras puisse être latéral. Je ne sais pas si vous me suivez. Ouais. Et il faut que ça regarde en avant, parce que si ça regardait en arrière, votre humérus serait ici. Vous auriez un bras en arrière. Donc, ça fait sens, en fait. Quand on voit les os, les insertions et tout, on comprend à peu près comment s'orienter les choses. Mais ce n'est pas intuitif au début. C'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de visualiser, de regarder des schémas différents que le poly. Parce que le poly, on n'a pas la perspective en 3D, quoi. Voilà. Du coup, dans ce truc-là, qu'est-ce qui s'insère? La tête humérale, c'est votre tête de l'humérus. Donc là, on était sur la face antérieure. J'ai oublié un truc. La face antérieure, vous aurez souvent deux noms. La face antérieure s'appelle aussi la face costale. Pourquoi? Parce qu'elle répond aux côtes, tout simplement. Vous avez les côtes ici, donc la scapula qui fait tout là, elle répond du coup en avant aux différentes côtes. Du coup, la face dorsolatérale. Pourquoi dorsolatérale? Dorso parce que c'est la face postérieure, donc le dos. Latérale parce que vu qu'elle est concave en dehors, en fait, vous avez une partie qui rebique un peu vers l'avant et qui votre scapula regarde plus vers le latéral que vers le médial. Je suis en train de me tordre à chaque fois. Postérieure, du coup, donc voilà, c'est les deux noms. Divisé en deux parties. Donc en fait, cette face postérieure est divisée en deux par ce qu'on disait tout à l'heure. L'épine scapulaire, donc c'est ce truc-là. Et l'épine scapulaire se termine par quoi? Par l'acromion. Et l'acromion, rappelez-vous, c'est le truc qui s'articule avec la clavicule. Okay. Du coup, elle divise deux parties. Cette épine scapulaire, elle divise une fosse qu'on appelle supra-épineuse, au-dessus de l'épine, et infra-épineuse, en dessous de l'épine. À retenir que la partie supra-épineuse, c'est un quart supérieur, et la fosse infra-épineuse, c'est trois quarts inférieur. Bah, en gros, quand tu divises ta scapula en quatre, tu as un quart de la scapula, c'est une partie, sur la partie postérieure. Tu as un quart de cette scapula, c'est supra-épineux, et tu as trois quarts, c'est infra-épineux. Tout ce que tu imagines, tu la découpes en quatre parties, en fait, et c'est juste pour vous montrer à peu près vers où se situe l'épine. Tu as beaucoup plus de parties en bas qu'en haut de l'épine. Oui. En fait, la scapulaire est vraiment accrochée à l'omoplate. L'omoplate, attends, de quoi? La scapulaire, ce qui part pour, qui rejoint la clavicule. Ouais. C'est vraiment collé, ça fait partie de l'omoplate. L'omoplate, c'est la scapula, donc tout ça, c'est ton omoplate. La scapula, c'est ce qui part pour rejoindre la clavicule, non? Il y a un os là, on voit que. Alors, tout ça, c'est la scapula. Ah, ok. Et ce qu'on appelle l'omoplate, c'est souvent ce que tu ressens derrière, là. En fait, c'est l'acromion. Okay. Mais la scapula omoplate, c'est tout ça. Okay. D'accord. Et du coup, oui, effectivement, cette partie-là, c'est vraiment la scapula, c'est vraiment accroché. C'est un même truc, un même os. Quoi. Et vous avez juste, voilà, quand vous touchez, en fait, vous avez cette épine, ce que vous sentez, c'est cette épine, avec au bout, ce qui est proéminent dans le dos, là, c'est l'acromion. Cette petite partie proéminente qui s'articule, elle, c'est que cette partie-là qui s'articule avec la clavicule. Donc l'épine se prolonge en dehors, donc on est sur la scapula droite, vous avez le corps ici, la scapula gauche. Donc l'épine se prolonge latéralement en dehors par l'acromion, qui du coup est un repère aussi sous-cutané par sa face supérieure. Donc quand vous touchez votre acromion, c'est la face supérieure de l'acromion qu'on sent. Et c'est sous-cutané, voilà, c'est palpable, c'est un relief osseux palpable. Attention, l'acromion ne s'articule pas avec l'humérus, c'est un piège qui tombe très souvent. Clavicule s'articule avec l'acromion, acromion se suit par la scapula, ça fait partie, et la scapula s'articule avec l'humérus. Mais cet acromion-là ne s'articule pas du tout avec l'humérus, il n'a aucun contact avec. Voilà, et là, bon, vous avez plein de trucs, mais c'est vraiment, c'est de l'orientation, vous avez le bord à chaque fois médial, le bord latéral, l'angle inférieur, l'angle médial, l'acromion, la surface articulaire avec la clavicule, le processus thoracoïde, l'incision suprascapulaire, l'épine scapulaire. Angie, c'est l'angle latéral, si je dis pas de bêtises. Voilà, bref, c'est toujours des trucs d'orientation latérale, médiale et tout. Très souvent, vous aurez beaucoup de blabla comme ça sur les os. Quand vous captez après comment s'orienter dans l'espace, c'est pas si compliqué. Il faut apprendre des trucs particuliers. Oui. C'est des ligaments qui réunissent là, par exemple, la clavicule et la partie qui est là. La clavicule avec ça? Ouais. Alors, vous avez. Alors, ça, c'est
c'est pas détaillé, mais effectivement, vous avez toujours des articulations qui sont du coup de type sphéroïde, ellipsoïde. Vous l'avez vu avec Daniel normalement. Je sais pas si- Non? Ah oui, vous l'avez fait. Bon, ok. Bon, vous avez plusieurs articulations. Du coup, selon les articulations, soit tu auras des contacts directs, soit tu auras des contacts avec des ligaments. Ce n'est pas détaillé, mais oui, effectivement, dans chaque articulation de ton corps, tu as des ligaments. Et tu en as 1 million. Genre, moi, j'ai des cours du coup en P2 et D1 sur l'appareil locomoteur, donc c'est tout ça. C'est un enfer. Voilà, c'est clairement un enfer. Tu as 1 million de ligaments, tu as 1 million de muscles, c'est vraiment très très dur. Mais c'est très intéressant, sauf que moi, je déteste. Voilà. Mais c'est pas détaillé du tout dans ce cours, les ligaments et tout, vous inquiétez pas. C'est vraiment, ici, c'est os et quelquefois des nerfs. Ok, des questions sur la scapula? Non. Humérus, troisième os du membre thoracique. Alors, un peu plus de choses à dire sur celui-là. C'est un os long. Vous savez qu'il y a plusieurs os, les os plats, scapula, les os courts, calcaneus dans le pied, et les os longs, c'est les os qui ont 2 épiphyses. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Bon, ouais. Vous avez à chaque fois une diaphyse. Ok. Vous avez une métaphyse, c'est la jonction, on va dire. Et vous avez 2 épiphyses dans les os longs. Okay, les épiphyses, c'est les extrémités. Du coup, c'est un os long, l'humérus, bilatéral, à droite, à gauche. Et c'est l'unique os du bras. Je me répète, le bras, c'est que ça. Donc, c'est un unique os. Oui. Bon. Du coup, vous avez une diaphyse. Donc, une diaphyse, c'est tout ça. Qu'est-ce qu'on retrouve cette diaphyse? On retrouve 3 faces et 3 bords. Il faut imaginer, pour comprendre comment on décrit le truc, en fait, si vous regardez votre humérus par au-dessus, comme ça, en gros, on décrit, il a très grossièrement cette forme-là. Une forme de triangle. Et en gros, c'est pour ça qu'on dit qu'il a 3 faces. Il a une face qui est, donc là, c'est vers l'arrière, on regarde par au-dessus. Là, c'est l'arrière, là, c'est l'avant. Vous avez une face qui est antéro-latérale, qui regarde vers là-bas, et une face qui est antéro-médiale, qui regarde du coup vers là, et une face du coup qui est postérieure. En gros, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. C'est pour ça qu'on décrit 3 faces. Donc sur la face antéro-latérale, celle-ci, donc en fait celle-là, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un V ouvert vers le haut, ici. Donc il est ouvert vers le haut. Ça s'appelle la tubérosité deltoïdienne. Qu'est-ce que c'est tout simplement? C'est l'endroit où va s'insérer votre muscle deltoïde. Donc le muscle deltoïde, c'est celui-là, là. Il s'insère, vous voyez bien que votre muscle deltoïde, il est bien latéral. Donc il va s'insérer au niveau antéro-latéral sur ce V deltoïdien. Okay. Vous n'avez pas un deltoïde qui est inséré en médial, vous n'avez pas un deltoïde ici qui va ici. Okay. Antéromédial, donc sur cette partie-là, vous avez en 7 le trou nourricier. Trou nourricier, souvent vous en avez sur plusieurs os. C'est un endroit où passent des artères, des vaisseaux et tout. Pas détaillé dans le cours, mais le trou nourricier est bien sur la face antéromédiale. Et cette face antéromédiale, en fait, c'est la suite du sillon intertuberculaire. Ici, là, vous avez le sillon intertuberculaire. Là, vous avez 2 tubercules, qu'on verra après. Du coup, ce sillon intertuberculaire, en fait, c'est la partie inférieure, c'est la continuité, là. En fait, c'est la face antéromédiale. Et en postérieur, ici, donc ça, c'est la vue postérieure, vous avez dans le tiers moyen, donc on divise en 3, en fait, 1, 2, 3, vous avez au niveau du milieu, on va dire, le sillon radial, le sillon du nerf radial. Donc sur la face postérieure, passe le nerf radial. Ce sillon, il est, encore une fois, c'est chiant, mais après, il faut avoir les images en tête. Il est oblique en bas et en dehors. Et il y a aussi des vaisseaux brachiaux profonds qui passent, ça c'est pas très important. Mais du coup, on est sur une face postérieure. Okay, donc on regarde par derrière. Du coup, on est sur l'humérus ici, droit. Donc sur celui-là, on regarde derrière. Le sillon est oblique, donc si on part de là, il est oblique vers le bas et latéralement, donc en dehors. Du coup, si je vous dis que le sillon, normalement ça ne tombe pas ça, mais si je vous dis que le sillon du nerf radial est oblique en haut et en dedans, c'est juste. Okay, parce qu'en gros, si on part de là, il est bien oblique en haut et vers en dedans, médialement. Vous captez? Normalement, les QCM veulent se faire comme dans le poly. Donc on vous dira, il est oblique en bas et en dehors. Si on vous change et qu'on veut vous piéger sur l'inverse, on mettra souvent quelque chose qui vous fait comprendre qu'on veut vous piéger, quoi. Okay.
Je me répète, j'insiste parce que c'est vraiment des pièges qui me font perdre des points et c'est dommage. Donc 3 faces, ok. Nerf radial, à savoir que s'il est lésé, c'est un nerf qui est important, qui vous suivra, enfin qui suit beaucoup en médecine. Vous avez 3 nerfs dans la main, vous avez le nerf médian qui permet de faire ça, là, ce signe-là. Vous avez le nerf lunaire qui contrôle à peu près ces 2 doigts, et vous avez le nerf radial qui contrôle ces 2 doigts et la face postérieure de votre main. Si le nerf radial est lésé, donc en partie postérieure, si vous faites une fracture de l'humérus et que vous lésez ce nerf-là, vous aurez une fracture de poutre-colle, ça s'appelle, et vous aurez un poignet qui est complètement cassé. Okay, voilà, vous ne pourrez pas relever votre poignet. Il sera... Bref. Donc vous aurez ça, et il y a un autre truc, je crois qu'il est écrit, c'est... Je ne sais plus. Mais bon, bref. Fracture du nerf radial, si quelqu'un tombe dans la rue et que voilà, il s'est fait très mal, vous lui demandez est-ce que vous arrivez à bouger votre poignet. Sinon, c'est grave, il s'est fait léser son nerf radial. Voilà. 3 bords. Du coup, vous avez un bord antérieur, c'est en avant. C'est celui-là, en gros. Un bord antérieur. Vous avez un bord latéral et un bord médial. Le bord médial, on s'en fout. Le bord latéral, on s'en fout aussi un peu. On dit qu'il est croisé, du coup, c'est celui-là. Il est croisé par le sillon du nerf radial. Okay. Ce qui est important, c'est le bord antérieur, donc celui-là. Hop, 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 hop. Vous voyez qu'ici, il se divise en 2 pour former la fosse coronoïdienne. On verra après à quoi ça sert. Attention, encore une fois, on avait le tubercule conoïde, on avait le processus coracoïde. Là, on tombe sur la fosse coronoïdienne. Okay. Les pièges sur ces 3 mots, ils sont tout le temps présents. On continue. Alors, l'humérus, du coup, on va parler de l'épiphyse proximale. Donc, c'est la partie supérieure, l'extrémité supérieure. Sur cette épiphyse proximale, donc proximale, pourquoi? Parce que c'est la première insertion. On vous dira souvent, l'épiphyse proximale, c'est la première insertion, l'épiphyse distale, c'est la fin de l'os, en gros. Par exemple, la clavicule, l'insertion proximale, c'était la sternale, l'insertion distale, c'était l'acromiale. On a une portion articulaire, c'est ce qui va s'articuler, du coup, avec la scapula. C'est la tête humérale, c'est tout ça. Cette tête humérale, à retenir ça, très important, en gros, sa dimension, elle fait 1/3 d'une sphère de rayon 3 cm ou 30 mm. C'est un détail, mais c'est à retenir parce que dans le fémur, oui, c'est le fémur, la tête du fémur, c'est 2/3 d'une sphère de 25 mm. Du coup, voilà, c'est un piège qu'on fait souvent, donc essayez de retenir vraiment cette dimension. C'est 1/3 de 3 cm. Et pareil, de rayon 3 cm. Parce que souvent, il y a des pièges de diamètre. C'est bâtard, mais ça tombe. Voilà. Du coup, cette tête, elle regarde en haut, en arrière et en dedans. Donc pareil, c'est un peu dur à imaginer, mais votre tête humérale, si vous regardez vers le bas, ça ne pourrait pas s'insérer. Elle regarde en haut pour aller vers la scapula. Elle regarde en arrière, vu que la scapula, sa cavité glénoïdale, regardait en avant. Donc si la cavité glénoïdale regarde en avant et elle regarde en arrière, ça peut s'insérer. Capté? Alors que si elle a regardé en avant, vous aurez un truc qui regarde en avant, un truc qui regarde en avant, ça ne marche pas. Okay, et c'est un peu chaud, mais... Et du coup, elle regarde en dedans, pareil, vu que la cavité glénoïdale regardait en dehors. Si lui, il regarde en dehors, ça ne marchera pas. Il faut qu'il regarde en dedans pour s'insérer. Vous voyez? Du coup, il faut essayer de faire les analogies et de voir les insertions pour essayer de comprendre les correspondances entre les os. 2 angles, ça c'est un petit peu choix de visualiser avec les schémas. Vous avez un angle d'inclinaison et un angle de déclinaison. L'angle d'inclinaison, c'est l'angle que fait... Ouais, là. L'angle d'inclinaison, c'est l'angle que fait cette tête. La tête humérale, en gros, elle est orientée selon un axe comme ça. Et la diaphyse est orientée comme ça. L'angle d'inclinaison, voilà, c'est la différence des 2 angles entre ces 2 parties, entre la tête et la diaphyse. Donc ça, cet angle d'inclinaison, du coup, il fait 130 degrés. Et l'angle de déclinaison, c'est beaucoup plus compliqué. C'est l'axe de la tête avec l'axe de l'épiphyse distale. Donc l'axe de la tête, il est orienté comme ça, en haut, en arrière et en dedans. Et l'axe de l'épiphyse distale, il est comme ça, il est tout droit en fait. Ben, cet angle-là, avec l'axe de la tête qui est un petit peu comme ça, quand vous superposez et que vous regardez par au-dessus, en fait, c'est ce schéma-là qui est un petit peu compliqué. Les 2 angles se superposent comme ça. Vous avez une ouverture en fait de 20 degrés. Voilà, donc l'épiphyse distale avec la tête humérale, ça fait ça. Et l'angle de 20 degrés, il est ici. Déclinaison 20 degrés, inclinaison 130 degrés, c'est celui-là. Donc ça, c'est la partie articulaire. Toute la tête, là, qui s'articule. Vous avez une partie non articulaire, donc qui ne s'articule pas avec la scapula. Vous avez un tubercule majeur.
en dehors, du coup, donc latérale. Dans sa partie crâniale, on dit quelque chose de crânial, c'est quelque chose qui est supérieur, quelque chose de caudal, c'est quelque chose qui est inférieur. Il y a plein de mots comme ça qu'il faut essayer de comprendre. Crânial, parce que le crâne il est en haut. Donc, dans sa partie crâniale, donc ici, en gros, vous avez l'insertion des tendons, de tendons qui font la coiffe des rotateurs. Donc, à ce niveau-là, humérus, partie tubercule majeure, latérale. En gros, ici, là, vous avez plein de tendons qui s'insèrent, des ligaments, et qui forment la coiffe des rotateurs. C'est plein de muscles pour l'épaule, qui permettent de bouger l'épaule. Tubercule mineur, c'est celui-là. Il est du coup en dedans, il est médial. Et entre les deux, je vous disais tout à l'heure, vous avez le sillon intertuberculaire qui se continue par la face antéro-médiale de l'humérus. Et dans ce sillon intertuberculaire passe le muscle biceps brachial. Important son nom, c'est bien le biceps brachial, le chef long. Bon, ça, à la limite, c'est pas trop grave. Mais du biceps brachial, c'est important. Vous avez un muscle brachial tout court. Donc là, c'est bien le biceps brachial. Et vous le voyez à peu près quand vous regardez votre humérus. Votre biceps, quand vous remontez ici, en fait, il est bien au centre, il s'insère bien dans le sillon intertuberculaire. Et vous avez également le ligament huméral transverse qui passe à l'intérieur. C'est moins important, il y a moins de pièges dessus. Je n'ai pas trop de souvenirs de tous les exemples, mais bon. Il passe aussi dans ce sillon. Ok, ça c'était pour le piphyse proximal qui est en haut. J'ai oublié un truc. Ici, vous avez souvent dans les os longs avec deux épiphyses, du coup, vous avez souvent un col, qui est le col du coup anatomique. Donc, c'est vraiment la distinction entre votre tête, votre portion articulaire et le reste de l'os. Donc, c'est la séparation entre la tête vraiment et le reste. Et vous avez un col chirurgical qui est en 6, qui est là. Et lui, le col chirurgical, c'est vraiment ce qui délimite l'épiphyse, en gros. Voilà. Bon, bref. À savoir que du coup, sur le col chirurgical en 6, donc ici, à la partie postérieure, vous avez le nerf axillaire qui passe. C'est un nerf aussi important qui permet les mouvements de l'épaule. Voilà. C'est la partie postérieure du nerf chirurgical, donc ici, et pas du nerf à la partie postérieure du col chirurgical et pas du col anatomique. L'épiphyse distale, donc du coup celle qui est en bas, donc ici, qu'on appelle aussi condyle, pareil, une portion qui va s'articuler et une portion qui ne va pas s'articuler. Du coup, alors je vous décris et après on passe sur le schéma pour vous montrer. Alors, vous avez du coup, au niveau du condyle, l'épiphyse distale, en dedans, donc médialement, vous avez la trochlée. La trochlée, elle est tellement volumineuse et importante qu'elle est responsable, plus ou moins marquée chez les gens, d'un cubitus valgus, c'est-à-dire que votre bras, en fait, il est orienté comme ça. Enfin, il est un peu comme ça. Bon, là, j'exagère de ouf. Mais en gros, votre humérus, il pointe un peu en dedans et l'avant-bras, il pointe un peu en dehors. Vous avez un angle qui est ouvert en dehors. Votre bras, voilà. Là, vous avez, ça fait comme ça, en fait. Hop, hop, hop. Et selon les gens, c'est plus ou moins marqué. C'est à cause de ça, en fait. Elle est tellement grosse qu'elle repousse, qu'elle pointe un peu ici et ça fait un creux vers là qui regarde en dehors. Du coup, cette trochlée, sur l'épiphyse distale, elle va s'articuler avec le prochain os, avec l'incisure trochléaire de l'ulna, qui est l'os médial. Donc l'os médial, il est bien avec la trochlée qui est médiale. Et au-dessus de cette trochlée, vous avez ce qu'on a dit tout à l'heure. En avant, la fosse coronoïdienne, qui était la suite du bord antérieur. Cette fosse coronoïdienne, quand on fait une flexion du bras, ça reçoit le bec du processus coronoïdien, tout se fait sens, hein. On verra après. Et en arrière de la trochlée, enfin, au-dessus et en arrière de la trochlée, on retrouve la fosse olécranienne, qui du coup reçoit le bec de l'olécrane lors de l'extension. Donc je vous décris ça maintenant, comme ça c'est un peu plus parlant. Là, c'est le livre Netter que je vous montrais tout à l'heure. Donc sur une face antérieure de l'humérus, vous avez le bord antérieur qui se divise en deux avec la fosse coronoïdienne, donc qui donne ça là. Là, c'est l'ulna. Vous avez le bec du processus coronoïdien. Quand vous faites une flexion, du coup, ce bec-là, qui est une proéminence, on le voit là. Non, ouais, là, là, là. En fait, quand vous faites une flexion, ce bec ici, il va venir se planter dans la fosse coronoïdienne pour permettre ce mouvement. Il y a un trou, un bec, vous faites ça, ça se tanque dedans. OK? Ça, c'est sur l'ulna. Et du coup, en face postérieure, vous avez un énorme trou, qui est la fosse olécranienne. Donc ça, c'est du coup au-dessus de la trochlée, mais en postérieur, ici. Et là, pareil, du coup, c'est lors de l'extension. Donc, vous faites une extension, du coup, vous avez, là, c'est le bec de l'olécrane, de l'ulna. On le voit ici, en fait. L'ulna, elle est là. Cette partie-là, c'est le bec de l'olécrane. Quand vous faites une extension, il vient se tanker à l'intérieur comme ça. OK?
Donc, fais attention, entre flexion et extension, ce n'est pas les mêmes trucs qui s'activent. Hein. Flexion, c'est coronoïdien. Extension, c'est olécrane. Donc, on avait la trochlée au niveau médial du condyle. On a aussi une partie qui s'articule avec du coup le radius, l'os latéral. Et ça, c'est permis par le capitulum. Attention, capitulum, ce sera différent du capitatum. Encore des mots qui font chier, mais bon. En dehors du capitulum, sur la partie distale, sur le capitulum, vous avez la fovea radiale. Et au-dessus, le capitulum va s'articuler avec la fovea radiale, donc c'est une partie du radius qu'on verra après. Et au-dessus de la fovea radiale, vous avez la fosse radiale qui reçoit la circonférence articulaire radiale. Donc là, c'est vrai que ça fait beaucoup d'infos, mais quand vous verrez les schémas et tout, ça sera plus parlant. Du coup, en fait, vous avez le radius qui a une fovea radiale qui s'articule directement avec le capitulum. Et un petit peu plus bas que le radius, vous avez une circonférence articulaire radiale qui s'articule du coup quand vous penchez avec la fosse radiale. Bref, on verra un petit peu après. Au milieu de la trochlée du capitulum, vous avez la zone capitulo-trochléenne, ça fait les deux, hein, qui s'articule avec le biseau de la tête radiale. Donc c'est une articulation qui est au milieu des deux. Ça, c'était tout ce qui était articulaire. On a ce qui est non articulaire, avec l'épicondyle médial. C'est une petite proéminence du coup médiale de la fin de l'humérus. Dans cette partie-là, vous avez le sillon du nerf ulnaire postérieur. Donc dans l'épicondyle médial, vous avez le nerf ulnaire postérieur qui passe. C'est le nerf que quand vous tapez sur une chaise, ça vous fait une décharge électrique. Voilà. Et là, vous savez que c'est vraiment quand vous tapez au niveau médial, vous sentez là, vous avez un creux. Là, c'est ici. C'est le nerf ulnaire. C'est bien postérieur. Et l'épicondyle médial, on le sent moins. C'est la fin. Voilà. Il est ici, mais on le sent moins. Voilà. Et du coup, si on fracture tout ce qui est supracondylien, donc si on fracture tout ce qui est ici, en gros, forcément qu'on aura des problèmes pour la flexion et l'extension du cou. Voilà. Donc, on récapitule vite fait. Vous avez, j'essaie de ne pas vous perdre et de ne pas me perdre aussi, parce que ça date quand même. Tête humérale, tubercule majeur, tubercule mineur, sillon intertuberculaire qui se suit par la face antéromédiale, tronc nourricier sur la face antéromédiale, V deltoïdien sur la face antérolatérale avec le muscle deltoïde. Ici, vous avez le passage du ligament huméral transverse avec le chef long du muscle biceps brachial, le bord antérieur qui se divise en fosse coronoïdienne qui recevra du coup le bec du processus coronoïde de l'ulna. Ok. En partie postérieure, du coup, le versant postérieur de ça, c'est la fosse olécranienne qui recevra du coup, je vais y arriver, le bec de l'olécrane. Ici, en partie postérieure médiale, vous avez le sillon du nerf ulnaire. Hop, ici, le sillon du nerf radial. Et ça, du coup, donc sur la face antérieure, je reviens sur la portion articulaire. Ce qu'on disait, c'était, hop, la trochlée qui s'articulera avec l'incisure trochléaire de l'ulna, donc en médial, et en latéral, le capitulum qui s'articulera avec la fovea radiale du radius. Au milieu des deux, on a la zone capitulo-trochléenne qui s'articule avec le biseau de la tête radiale. OK? Voilà, en gros. Hop. Et voilà. Du coup, humérus, je crois que c'est bon. OK, des questions sur l'humérus? Ouais. OK. Les QCM en anatomie, c'est des schémas qu'on va devoir compléter. Ouais, des schémas avec des légendes, tu dois dire 1, c'est ça, 2, c'est ça, 3, c'est ça. En gros, tu as ça. T'as ça. Enfin, tu as des questions de texte et des questions schéma. Quoi. Donc, ça, par exemple, une question schéma, on te met ça. On te dit, dans 5, passe le nerf radial. Oui. On te dit 6 et le bord médial. Non, c'est le bord latéral. On te dit, je ne sais pas c'est quel nombre, s'articule avec l'incisure trochléaire de l'ulna. Ah, voilà, c'est des trucs comme ça. On va en faire. Allez. À la fin, ouais, j'en ai mis quelques-uns. On attend. Mais voilà, sachez que les questions schéma, c'est pas toujours 1, c'est ça. 2, c'est ça. Des fois, c'est 1 fait 3 cm et dedans passe le nerf radial. Vous voyez? Du coup, il faut connaître le schéma, il faut connaître aussi le texte qui va avec. Mais bon, les questions d'anatomie, vraiment, c'est assez facile le jour du concours. Autant les écuries vont vous faire chier, autant le jour du concours, vraiment, c'est facile. Pour vous dire, une fois, il y avait un schéma de pénis et de vagin. Ils ont fait ça, c'est un vagin. Enfin, bon, genre, au bout d'un moment, normalement, on s'y connaît, quoi. Du coup, il y a des questions vraiment qui sont tellement débiles que c'est pas très compliqué. Il y a des trucs, c'est quand vous révisez un minimum, vous savez quoi. On vous dit ça, c'est l'extrémité supérieure. Vous voyez que c'est inférieur. Enfin, bref. Voilà. Radius. Donc, humérus, c'est bon, ça va à peu près. Le radius, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est l'os latéral de l'avant-bras. C'est un os qui est long,
ici, avec deux épiphyses. Il est bilatéral, droite-gauche. Il est plus court que l'ulna. Donc vous voyez qu'il est plus petit que l'ulna, qui est bien plus grand avec tout ça là. Et il permet les mouvements de pronation-supination. Donc quand vous avez la position conventionnelle, c'est comme ça. Vous êtes en supination. Et quand vous faites ça, c'est la pronation. Vous voyez? Donc ça, c'est supination, main vers le haut. Quand vous faites ça, c'est la pronation. Du coup, le radius et l'ulna, ils sont très importants pour faire ce mouvement. Du coup, quand vous faites ça, alors là, on voit mal, c'est un peu coupé, mais du coup, le radius en pronation, il passe par-dessus l'ulna. OK? Donc, si vous avez un problème ici, vous pourrez pas faire ça. La diaphyse du radius, pardon, elle est concave en avant et en dedans. Donc, on le voit un petit peu sur le néther ici. En gros, elle est creusée ici. Elle est creusée vers l'avant et creusée vers le dedans. Pourquoi? Pour pouvoir s'emboîter lors de la pronation. Exactement. Voilà, si c'était concave ici et en médialement, bah, il y aurait une butée et ça ne serait pas concordant. Une face antérieure, bon, voilà, il y a une face antérieure, une face postérieure, une face latérale, ça c'est pas très important. Le bord antérieur est oblique en dehors, puis vertical. Ouais. Attendez, je vous montre. En gros, alors le bord antérieur c'est celui-là. Alors là c'est assez compliqué j'avoue, mais le bord antérieur en fait, il est là et il souligne la courbure pronatrice. Le bord antérieur c'est celui qui va du coup se mettre sur l'ulna lors de la pronation. Ouais. Est-ce que vous savez comment ça peut s'emboîter alors qu'il y a des muscles entre les deux? Alors à ce niveau-là, tu n'as pas vraiment des muscles, tu as plus des ligaments du coup. Ok, entre les deux. Mais après, voilà, je ne saurais pas te dire vraiment ce qu'il y a entre les deux, mais là, je sais que tu as ça, là, déjà. Tu as la membrane interosseuse, qui est un truc assez flexible, qui permet du coup de mouvoir. Et tu as quelques ligaments, mais pas vraiment à cet endroit-là. Les ligaments, c'est surtout au niveau des articulations que tu les retrouves. Là, ce n'est pas une articulation en soi entre le radius et l'ulna. C'est juste une concordance, tu vois. Voilà, c'est ça. Il vient ici en épiphyse distale, en épiphyse proximale, mais ici, il n'y a pas d'articulation à proprement parler. Donc, un bord antérieur, un bord postérieur, il n'y a pas vraiment de choses intéressantes à dire dessus. Et un bord interosseux, par contre, qui lui est médial, tranchant. Donc, en fait, le bord ici est là, donc qui répond du coup à l'ulna qui est ici. C'est un bord qui est fin, qui est du coup médial, vu que il est entre les deux. Et il est tranchant. Voilà, c'est lui qui est à retenir un peu plus que les autres. Du coup, épiphyse proximale. Donc là, c'est un petit peu chaud, je vous l'accorde. L'épiphyse proximale, donc c'est celle-là. Donc la tête, c'est là. La tête, c'est un segment de cylindre vertical. Donc il faut imaginer un cylindre comme ça, en fait. Oula, c'est ce cylindre, moi, vous avez capté. Un cylindre vertical, c'est un segment de cylindre vertical qui est plus haut en dedans. Donc en fait, là, vous êtes sur un radius ici. Du coup, en dedans, c'est vers là. Okay. Donc là, c'est le médial, là, le latéral, où vous vous situez. Donc plus en dedans, donc ici, vous avez le biseau de la tête radiale. Il est plus proéminent. Ce biseau de la tête radiale, si vous vous souvenez, il s'articule, du coup, il y avait le capitulum de l'humérus, il y avait la trochlée de l'humérus, et il y avait au milieu la zone capitulo-trochléenne. En fait, cette zone, elle s'articule avec le biseau ici de la tête radiale. Ça fait sens. Le capitulum, qui était là, sur l'humérus, il s'articule du coup avec la fovea radiale. Ils sont en contact, les deux. OK? Et la surface cylindrique, donc en fait, ça, ici, là, toute cette circonférence, en fait, c'est la circonférence articulaire qui va s'articuler avec, ce qu'on verra ici tout à l'heure, l'incisure radiale de l'ulna. Donc, dans l'ulna, vous avez l'incisure pour le radius, qui est là, qui s'articule avec la circonférence articulaire, qui est ça, là. Donc voilà, il y a trois trucs un peu différents, c'est assez dur à représenter, mais c'est ça. C'est surtout important, c'est vraiment ça. À la limite, le reste, c'est moins important. Enfin, c'est important, mais faut vraiment, si vous arrivez à retenir ça, c'est quand même déjà assez bien. Vous avez ensuite un col. Le col qui est oblique, du coup, en dedans, donc médialement et en bas, donc il pointe comme ça. Hop. Quand ce col est lésé, vous lésez du coup un rameau du nerf radial, c'est-à-dire que le nerf radial qui était en haut en face postérieure, il se continue quelque part comme ça. Donc si vous lésez ici, vous lésez votre nerf radial et du coup pareil, vous aurez un problème pour le poignet. Et vous retrouvez, donc l'épiphyse proximale en fait, il compte un peu comme tout ça, il compte vraiment comme cette grande partie. Vous retrouvez la tubérosité du radius. C'est une tubérosité, c'est un relief un peu proéminent, qui est une saillie du coup, donc un relief antéro, donc sur l'avant médial, en dedans.
Donc c'est ça, en 9 ou 7. Sur ça, s'insère le muscle biceps brachial. Donc le muscle qui était là, en gros, il a une finalité sur la tubérosité radiale qui est ici, en médial. Okay, muscle biceps brachial. Bien biceps brachial. Et du coup, ce tubercule-là, c'est le sommet de la courbure supinatrice, concave en dehors. Donc en gros, votre courbure ici, supinatrice, elle est concave en dehors. En gros, son sommet, c'est la tuberosité du radius. Et la courbure pronatrice, c'est celle-là, c'est toute cette partie-là. Du coup, va se tanker sur l'une. Ok, il n'est pas forcément simple. Les deux là de l'avant-bras sont un peu plus compliqués. Donc ça, c'était l'épiphyse proximale. L'épiphyse distale, du coup, elle se prolonge en bas et en dehors. En fait, vous voyez là, vous avez vraiment une diaphyse qui se prolonge totalement. Il n'y a pas de délimitation. Là, on voit que c'est coupé, mais il n'y a pas de relief particulier. Du coup, la diaphyse se prolonge carrément en bas, là, par l'épiphyse distale. Hop, hop. Vous avez une face antérieure, c'est pas important. Une face postérieure, alors, qui descend plus bas avec deux sillons verticaux pour les tendons extenseurs. Donc, au niveau de la face postérieure de l'épiphyse distale du radius, vous avez deux sillons ici. Vous avez les nerfs extenseurs des doigts. Okay, donc, pour juste faire comme ça. Donc, ça, c'est en face postérieure. Hop. Face médiale plus rugueuse, on s'en fout un peu. Partie inférieure articulaire, vous avez l'incisure ulnaire qui s'articule avec la tête de l'ulna. Du coup, en haut, on avait ici ça qui s'articulait avec l'incisure radiale de l'ulna. En bas, on a l'équivalent. Alors là, on ne voit pas du coup. Là, on est en face postérieure. Du coup, le radius est latéral. L'ulna, en fait, est ici. On a ici l'incisure ulnaire qui s'articule avec la tête de l'ulna qu'on voit juste après. Okay, donc, en haut, vous avez l'incisure radiale de l'ulna qui s'articule avec ça. En bas, vous avez l'incisure ulnaire qui s'articule avec la tête de l'ulna. Attention, dans le radius et dans le lumérus, la tête est en haut. Depuis tout à l'heure, on avait la tête humérale, on a la tête radiale ici. Pour l'ulna, c'est bizarre, la tête est en bas. Donc la tête de l'ulna, elle est ici. Je sais pas pourquoi. Ok. Ensuite, face latérale, on retrouve le processus styloïde qui descend plus bas que celui de l'ulna. Donc ici, sur la face latérale, donc celle-là, du radius, vous avez une proéminence là. C'est le processus styloïde du radius qui est du coup latéral et qui descend plus bas que le processus styloïde de l'ulna. Okay, il est 1 cm plus bas. Ce qui fait qu'on a une ligne qu'on appelle bistyloïdienne entre les deux styloïdes qui est comme ça. Cette ligne, du coup, elle est oblique en bas et en dehors, ou alors oblique en haut et en dedans. Soit comme ça, c'est pareil. Mais sachez que vous avez bien la ligne bistyloïdienne qui, du coup, est plus basse du côté du radius. Donc, le radius est plus court que l'ulna, mais il dépasse l'ulna par en bas, alors que l'ulna dépasse le radius par en haut. Ça, c'est un truc qui tombe très souvent. Retenez bien qu'il est plus court, mais qu'ils ne sont pas vraiment collés face à face. Il y a un décalage. L'ulna est plus gros en haut parce qu'il a tout ça, et le radius est plus long en bas parce qu'il y a le processus styloïde qui dépasse. Ok, et du coup, la face inférieure du radius s'articule avec le carpe. Donc le carpe, ce sera la suite, ce sera le poignet. Il s'articule avec le carpe, avec notamment deux os, l'os scaphoïde et l'os lunatum. Donc ce sont deux os du carpe qu'on verra après, mais du coup, retenez que la face inférieure, donc, on voit mal là, mais en gros, c'est la face inférieure du radius, ça s'articule avec le carpe, mais juste au niveau de deux os, le scaphoïde et le lunatum, qui sont les deux os les plus, du coup, latéraux du carpe, qui s'articulent avec le radius. Donc voilà, le radius, je ne viens pas trop sur le schéma, il est un peu plus, il est moins parlant, donc je ne vais pas trop vous détailler, mais en gros, voilà. Retenez juste, par contre, donc là, on a vu la face antérieure, la face postérieure. Ça, en fait, c'est la face, la face médiane. C'est la face qui répond à l'ulna. En fait, vous imaginez qu'il y a l'ulna devant là. Okay, on a enlevé l'ulna et on regarde. Du coup, ça, c'est le bord interosseux. Ok, voilà. Et là, du coup, on retrouve l'incisure ulnaire qui va s'articuler avec la tête ulnaire. Et là, du coup, la circonférence articulaire radiale s'articule avec l'incisure radiale de l'ulna. Ça, c'était pour le radius, c'est pas forcément simple. Et l'ulna, c'est pas forcément simple non plus.
Donc l'ulna, c'est l'os médial de l'avant-bras. C'est un os long avec deux épiphyses. Il est bilatéral et il est plus volumineux en haut. Du coup, il dépasse le radius en haut. Os médial de l'avant-bras, j'ai dit. Ces fractures, du coup, empêchent le mouvement de pronation-supination. C'est logique. Et donc, on a une diaphyse qui présente une particularité, ça tombe assez souvent. Elle a différentes courbures. Alors, dans le plan sagittal et dans le plan frontal, elle a des courbures différentes. Dans le plan sagittal, donc en gros, le plan sagittal, c'est le plan comme ça, okay, qui vous coupe comme ça en deux. D'accord? Donc, alors, c'est un peu compliqué à expliquer. Quand on vous dit qu'on regarde dans le plan sagittal, ça veut dire qu'en fait, on coupe, donc on le coupe comme ça en deux, et on regarde perpendiculairement au plan. Okay? Donc, en gros, si on regarde ça, on est dans le plan sagittal. On a coupé en deux, donc on a coupé en deux là, et on regarde comme ça, du coup, on regarde l'os de côté, en fait. Ça, c'est un plan sagittal. Et bien, dans ce plan sagittal, l'ulna, il est un petit peu concave en avant. Ça va? Dans le plan sagittal. Du coup, c'est concave en avant, il est convexe. Hop, hop. Donc voilà. Et dans le plan frontal, du coup, plan frontal, ça veut dire qu'on le coupe comme ça. Donc, et on me regarde perpendiculairement à ce plan, donc en fait, on me regarde tout simplement de face. Dans le plan frontal, elle a une courbure proximale convexe en dehors et une courbure distale convexe en dedans. Je ne sais pas si on le voit avec. Ouais, non, on ne le voit pas trop sur les. Alors, on ne le voit pas trop, mais on peut éventuellement le sentir. En gros, votre diaphyse ici, elle fait comme ça. Elle a une courbure convexe en dehors, proximale, et convexe en dedans, distale. Elle fait un S aussi. Ok? Voilà, proximale, convexe en dehors, distale, convexe en dedans. Et en fait, alors, c'est pas tout le monde, hein, mais si vous appuyez vraiment fort pour sentir votre ulna, et que vous suivez votre ulna, vous voyez qu'elle est convexe en dehors au début, et qu'après, elle repique en dedans à la fin. Il faut vraiment appuyer très fort et vraiment voilà, insister. Et c'est assez fin. Mais voilà, ça fait un S comme ça. Vous avez une face antérieure, une face postérieure qui est divisée en deux par la crête longitudinale. Donc ça, c'est important, ça tombe souvent. Hop, elle est là, en deux, sur le 21. Voilà ça. Donc ici, sur la face, alors là, c'est pas intuitif du tout, mais ça, c'est une face en fait latérale. Et la face postérieure, elle est là. Enfin bon, bref, je rentre dans les détails. Mais bon, bref. Sur la face postérieure, retenez que vous avez la crête longitudinale. Elle est sur la face postérieure. Voilà, c'est juste ça. Retenir sur l'ulna, elle est importante. Même si ce n'est pas intuitif avec les schémas, c'est assez chaud, cela. Une face médiale qui est sous-cutanée, ça veut dire qu'en fait, quand vous touchez votre ulna au niveau médial, ici, vous la sentez, plus que les autres, quoi. Elle est assez sous-cutanée, en bas, du coup. Et ça, je ne viens pas dessus, ce n'est pas important à la fin. Vous avez un bord antérieur, un bord postérieur, un bord interosseux. Alors, juste attention. Du coup, le bord interosseux du radius, il est médial. Le bord interosseux de l'ulna, il est latéral. OK? Voilà, toujours regardez bien sur quel os vous êtes. Et du coup, sur cet os, est-ce qu'on est latéral ou médial? Voilà, ça, c'est pas super important. Alors là, on arrive sur quelque chose d'important. L'épiphyse proximale, donc, c'est celle-là. Vous avez deux trucs qu'on a vu tout à l'heure, l'olécrâne, le processus coronoïde et l'incisure trochléaire. Alors, l'olécrâne, c'est la partie postérieure. Du coup, l'olécrâne, c'est ce gros truc-là. C'est le processus postérieur et vertical. En gros, tout ça, là, ça pointe vers le haut. Et c'est postérieur, c'est l'olécrâne. Sa face postérieure est sous-cutanée, c'est-à-dire que ici, là, on peut le sentir, l'olécrâne, sur l'ulna. La face antérieure, donc cette partie-là, forme l'incisure trochléaire. Et la face supérieure, ici, vous avez le bec de l'olécrâne. Le bec de l'olécrâne, c'est ce qui rentre dans la fosse olécrânienne de l'humérus lors de l'extension. Ok, ça se dit dedans. Donc, trois parties. L'olécrâne, c'est ça. Le processus coronoïde, c'est celui-là. Hop, un peu plus petit. Lui, du coup, il est plus antérieur. Il est plus horizontal dans ce sens-là, alors que l'olécrâne, il est carrément debout, là. C'est une sorte de pyramide triangulaire, ça fait voilà, une pyramide comme ça. Sa face antérieure, du coup, sur la face antérieure, alors oui,
il compte le processus coronoïde, en fait, c'est un peu plus tout ça. Et le bec du processus coronoïde, c'est plus ça, en gros. Bref. Sur la face antérieure de ce processus coronoïde, du coup, vous avez la tubérosité ulnaire, c'est ici. Donc pareil, c'est une saillie qui est antérieure, sur lequel s'insère le muscle brachial, et pas biceps brachial. Sur la tubérosité du radius, c'était biceps brachial. Sur l'ulna, c'est juste brachial. Ça tombe tout le temps. Et la face supérieure de ce processus, donc en fait, ici, là, ça forme l'incisure trochléaire. Et rappelez-vous, le bec du processus coronoïde, c'est celui qui se tanque dans la fosse coronoïdienne de l'humérus lors de la flexion. Du coup, l'incisure trochléaire, ce gros trou là, qui s'articule avec la trochlée de l'humérus, il est formé parfois par la face antérieure de l'olécrane et la face supérieure du coronoïde. Okay, en gros, cette forme de trou, ce creux, c'est face antérieure de l'olécrane, face supérieure du coronoïde. Voilà. Et l'épiphyse distale, donc tout en bas. Donc là, attention, c'est un peu bizarre, mais on retrouve la tête de l'ulna. Donc la tête de l'ulna, c'est ça. Okay. On retrouve quoi? Du cartilage hyalin. Alors le cartilage hyalin, on le retrouve à toutes les articulations au niveau des os, très souvent. Voilà, c'est le cartilage de l'articulation. Donc du cartilage hyalin. Sur le versant latéral, on a l'incisure ulnaire du radius. Alors attendez. Donc en gros, ici, au niveau latéral de ça, donc en fait, quand vous êtes là, au niveau latéral qui regarde le radius, ça va s'articuler du coup avec l'incisure ulnaire du radius. Et le versant inférieur, alors un peu compliqué, mais du coup, la tête de l'ulna, le bout de l'ulna, ça ne s'articule pas avec le carpe. Okay, autant le radius s'articule avec les os du carpe, autant la tête de l'ulna, elle ne s'articule pas avec. Et le processus styloïde en dedans de la tête. Donc en gros, on avait tout à l'heure le processus styloïde qui était en dehors, latéral. Ici, le processus styloïde, du coup, il est en dedans, il est médial. Okay, et c'est bien dans cette tête, je répète, hein, c'est bien le versant latéral, donc qui regarde vers là, qui regarde vers le radius, qui s'articule du coup avec l'incisure radiale ulnaire du radius. Ok. Ouais. Le coude, il est où dans tout ça? C'est à l'ulna? Là. C'est derrière en fait. Bah, le coude, c'est tout ça. C'est toute la partie postérieure. Ouais. Enfin, en gros, en fait, ton coude, c'est aussi l'antérieur, hein, mais tout ce qui est au niveau du coude, là, c'est surtout l'olécrane lors de l'extension. Tu vois, c'est surtout cette partie-là qui va se tanker dans ta fosse olécranienne lors de l'extension. C'est ça qui forme ton coude, et c'est vraiment ton olécrane qui fait tout le relief de ton coude, parce que c'est vraiment un gros processus. Voilà. Hop, donc l'ulna, pareil, les schémas, mais c'est assez compliqué. Je ne sais pas s'il y a les schémas à la fin. Hop, ok. Du coup, on passe sur le carpe un peu plus rapidement parce que ça tombe moins et c'est plus simple en vrai. Le carpe, c'est la main. Donc le carpe, en gros, c'est c'est le poignet. Il est concave en avant, donc il est un peu creusé vers l'avant. Et on a deux rangées. Une première rangée et une deuxième rangée ici. La rangée du coup proximale, qui est la plus proche de votre axe en fait, donc c'est la première. On retrouve de dehors, donc là, toujours dans cette position-là, hein, le pouce est ici. On retrouve en dehors, dans l'ordre, il faudra apprendre dans l'ordre. Il y a une phrase mnémotechnique, mais je ne l'ai plus, je suis désolé. Il y a le scaphoïde, le lunatum, le triquetrum, et le petit os par-dessus, c'est le pisiforme. Le scaphoïde, souvent, quand on fait une fracture du poignet, c'est lui qu'on se casse. Conduit carpien, on s'en fiche. Et vous avez une rangée distale, ici, avec pareil de dehors en dedans, 4 os, le trapèze, le trapézoïde, le capitatum, et pas le capitulum de l'humérus, du coup. Donc attention à ce piège. Ouais, c'est horrible. Et le amatum. Okay, donc ça, voilà, c'est vraiment à apprendre par cœur, c'est les 8 os. Et attention aux rangées. Alors pareil, les pièges sur ça, c'est super fréquent. On va vous dire, lui, il est dans la rangée proximale. Non. On va vous dire, de dedans en dehors, en vous détaillant cet ordre, du coup, ce sera faux. Parce que de dedans en dehors, ça fera ça. Donc, bref, voilà, vraiment, apprenez bien les mots différents. Hop, 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 voilà. Vous avez des noms, entre parenthèses, dans le poly, qui sont des sous-noms, enfin des deuxièmes noms un peu plus anciens. Normalement, ils ne sont pas à apprendre. Voilà. Et du coup, après, attention au piège carpe et tarse que je dis tout à l'heure.
À la suite du carpe, vous avez le métacarpe, donc c'est la paume de la main, avec 5 os métacarpiens notés de 1 à 5 de dehors en dedans. Donc la position conventionnelle, c'est celle-là. Du coup, le premier métacarpien, c'est celui-là. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Toujours le 1, c'est au niveau du pouce, en fait. Celui du pouce, c'est 1. Ils s'articulent avec la deuxième rangée de carpes et les premières phalanges. Donc, logique, ça fait suite à la rangée distale du carpe et les premières phalanges. Ce sont des os longs. Les métacarpiens sont comme ça, donc ils ont bien deux épiphyses et une diaphyse. Et du coup, les métacarpiens répondent aux phalanges. Les phalanges, vous en avez toujours 3, sauf au niveau du pouce, il n'y en a que 2. Vous pouvez faire que ça, normalement. Sauf les mutants, là, qui ont une fonction bizarre. Mais... tous les os, vous en avez 3. Et les os sésamoïdes, ce sont des petits os qu'on retrouve. Ah si, les os sésamoïdes, c'est ça. Ouais, de mutant, ça s'est excité. Os sésamoïdes, ce sont des petits os qui sont inconstants, c'est-à-dire qu'on ne les retrouve pas chez tout le monde. C'est des petits os au niveau des articulations phalyngiennes. Donc des fois, à ce niveau-là, dans les courbures, vous avez des petits os en plus qui ne sont pas présents chez tout le monde. Au niveau des articulations métacarpo-phalyngiennes. Donc vous en avez une au niveau du pouce, un latéral, un médial qui sont présents chez tout le monde normalement. Au niveau de l'index, on en avait un qui n'est pas toujours présent, et auriculaire, un qui n'est pas toujours présent. Voilà. Des questions sur la main? Non, c'est bon, merci. Il y a 5 minutes, vous ne commencez pas à ranger là. Non, on a fini à midi aujourd'hui. De quoi? On a fini à midi aujourd'hui. Ah, c'est prévu comme ça? Ouais. Ah, je me fais baiser, moi, toujours un cours de 30 minutes. Genre. Allez, partez, c'est bon. Ouais. Non, mais allez-y. Je vais pas vous perdre du temps. Après, en vrai de vrai. Ah, parce qu'ils sont chauds, on continue. Là. Non, mais j'arrête. Bon, allez, on y va alors. Du coup, personne n'est parti. Alors, il y a 5 QCM, donc c'est de faire vite. Si vous n'y arrivez pas, c'est normal, je peux comprendre, parce que c'est quand même assez dur. Donc, du coup, là, on est sur la clavicule, en face inférieure ou supérieure? Là, c'est la face inférieure. La face supérieure était lisse, la face inférieure. Du coup, c'est ça, elle est régulière. Du coup, ici, on a l'extrémité du cou qui est sternale ou acromiale, à votre avis? Du coup, sternale. Du coup, 9, c'est l'extrémité sternale. 7, c'est le tubercule coronoïde. Vrai ou faux? Vrai. Non, faux. Vrai. C'est faux. Du coup, c'est faux, pourquoi? Parce que c'est le processus coronoïde. Enfin, c'est le tubercule, c'est le tubercule conoïde. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer à quel point c'est vraiment horrible, parce qu'entre coracoïde, coronoïde et conoïde, c'est vraiment pareil. Donc faites attention, le 7, c'est conoïde. Cet os présente une courbure médiale convexe en avant. Celui-là. Alors là, un conseil, vraiment, touchez votre clavicule. Et vous verrez. Donc, médialement, donc à la première partie, c'est convexe en avant ou convexe en arrière? C'est convexe en avant. Ici, sternal, cette courbure-là, elle est bien convexe en avant médialement. Alors que quand vous allez à la suite, ça se creuse en arrière, donc c'est concave en avant. La fracture de cet os est fréquente. Oui, c'est vrai. Et cet os est unique. Cet os et uniquement la scapula forment ensemble la ceinture scapulaire. Non. C'est pas. Non. En gros, en haut, ce qui rattache votre bras à votre squelette axial, la ceinture scapulaire, il y a 2 os, la clavicule et la scapula. C'est ces 2 os qui permettent d'attacher votre bras. Si vous en manquez un, votre bras il tombe. Enfin, il tombe. Voilà. La scapula ou l'omoplate. Alors, 6, c'est le bord médial, vrai ou faux? Le bord C'est latéral. C'est latéral, exactement. Bord latéral. Parce que là, vous avez bien ça, là. Ok, et ça, l'acromion et tout, c'est latéral. Ça s'articule avec le bras. Donc ça, c'est latéral. 11 désigne l'incisure suprascapulaire. Oui. Ouais, c'est un trou au de la scapula, c'est bon. La face costale de cet os est concave en avant. Donc en gros, la face costale, c'est celle-là, c'est la face antérieure. Est-ce qu'elle est concave en avant? Oui. Oui. Juste comme ça, qui dit oui, elle est concave en avant? Non, elle est lisse, on m'a dit. Elle est concave en avant. Ouais, ça, franchement, c'est dur à voir sur les schémas du poly. Du coup, allez voir sur internet, vous voyez que la scapula, elle est creusée. Okay, elle est creusée en avant, et justement parce qu'il y a des trucs qui se passent devant là.
as l'insertion de ton muscle pectoral et tout. Du coup, il faut qu'il y ait de l'espace. C'est ça, en fait, ça entoure un petit peu. Mais en avant, je pense que c'est ça. Concave en avant, ça veut dire concave en avant, c'est-à-dire que la concavité, le creux regarde vers l'avant. En fait. Du coup, elle est convexe en arrière. Du coup, elle bombe vers l'arrière et elle est creuse vers l'avant. La face dorsolatérale, donc la face postérieure, est divisée en deux par l'épine scapulaire. C'est en un tiers, trois quarts. Ouais. Alors, oui, effectivement, mais c'est pas du tout un piège sur ça là. Juste, ça te dit c'est écrit que ça te divise en deux ta fosse postérieure. En deux, Non, ça te divise en deux. Ah oui. Mais au niveau de tes portions, tu as exactement raison. Tu as plus une partie inférieure que supérieure. Mais l'épine scapulaire divise bien en deux ta face postérieure. Et bon, ça, vous ne pourrez pas le retenir, mais 13, du coup, ça regarde en arrière, en haut et en dehors. Alors, du coup, c'est des... Si, pas de bêtises. Ah non, non, oui, non, je suis bon, je suis con. Ça regarde en avant, pardon, autant pour moi. La scapula, du coup, vu que ça s'articule avec l'humérus, ça regarde en arrière, votre humérus sera en arrière. Donc non, ça regarde bien en avant. Mais bon, ça, il faut un peu l'apprendre quand même. Alors du coup, 12, si vous avez essayé de retenir un minimum, tête humérale, c'est les 3/4 d'une sphère de 30 mm. Ouais, nickel, c'est un tiers. 13 est plus médial que 14. On est sur une face antérieure de l'humérus droit. Du coup, ça c'est médial et ça c'est latéral. Donc c'est faux. 13 est plus latéral. Il est plus vers l'extérieur. 22, donc ce truc-là qui s'articule avec le radius, c'est le capitatum. Très bien, c'est le capitulum. 18. Ah, il est là, pardon. 18, ce gros truc-là s'articule avec l'incisure trochléaire. Non. Oui. Incisure trochléaire, c'est le mot trochlée. Et 16, 16 là, est parcouru par le muscle deltoïde. Oh, c'est quoi? C'est le muscle biceps brachial qui passe ici. Le muscle deltoïde, il est sur le V deltoïdien ici. Allez, plus que 2 et après vous êtes tranquille. Bon, on va pas tout faire là, mais cet os est plus court que l'ulna, que le radius, pardon. Oui. Oui. Il est plus court que l'ulna, oui. Il le dépasse en haut ou en bas? En bas, très bien. Du coup, c'est la suite. En dehors, en bas. Bon, ça, on s'en fout un peu. Celle-là, donc du coup, c'était faux. Ça s'articule avec juste 2 os du quart. C'était le scaphoïde du lunatum. Mais bon, ça, voilà. 13, le col, il est oblique en bas et en dehors. Non, dedans. En dedans. On est sur une face antérieure. Du coup, il est oblique vers le bas et vers le dedans. Et 7, ça, on s'en fiche, c'est pas accessible. Hop. Pardon, du coup, 7 est le sommet de la courbure commodatrice. Du coup, c'est faux, c'est la courbure supinatrice. Donc ça, vous ne pouvez pas le tenir comme ça. Et celle-là, qu'est-ce qu'on peut faire que vous pouvez peut-être retenir? Dans le plan frontal, la diaphyse de cette os se courbe en S italique. C'est vrai. Sur un plan frontal, vous avez dit que vous savez faire un truc comme ça, là. Hop, un petit peu. 6. Bon, 6, c'est un petit piège. Le processus coronoïde, c'est tout ça. Mais le bec du processus coronoïde, en fait, c'est que ça. C'est coronoïde, non. À ce niveau-là, c'est coronoïde, par contre. Conoïde, c'est sur la clavicule. 10 est le processus styloïde en dedans de la tête. Donc, du coup, le processus styloïde de l'ulna, il est en dedans ou il est en dehors? Non, en bas, c'est la tête. Oui, en bas, c'est la tête. Le processus styloïde, du coup, il est médialement ou il est latéralement? Il est médial. Il est médial parce que, du coup, s'il était latéral, il bloquerait. S'il était là, il bloquerait l'articulation avec le radius. Ok, donc il est bien médial. C'est pas ce qu'on nous demande, non? De quoi? C'est pas ce qu'on nous demande. 10 est le processus styloïde en dedans de la tête. Du coup, 10, le processus styloïde, ouais. Est-ce qu'il est en dedans de la tête? Est-ce qu'il est, du coup, médialement? C'est vrai. 5, là, c'est quoi 5? C'est l'olécrâne se place dans la fosse olécrânienne lors de la flexion du coude. Lors de l'extension. Okay. Quand ça fait ça, du coup, c'est le coronoïde. Et quand on fait ça, c'est postérieur, c'est bien l'olécrâne qui se tend à l'intérieur. Et le muscle brachial s'insère sur 8. Ça, c'était vrai, c'est le tubercule. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, juste, attendez, juste écoutez-moi.
Donc là, je peux comprendre que c'est assez chaud et tout, les orientations, tout ça. Essayez juste de bien comprendre les en dehors, en dedans et tout. Comme ça, le cours sur le membre pelvien, ça sera un peu plus simple pour vous. Au moins ça, quoi. Après, le reste, c'est comme vous voulez. À bientôt. À bientôt. On va porter un... Tu nous as dit plutôt CLM.